Je suis une des cofondatrices avec Stéphane, qui va être ce soir celui qui va vous faire la présentation. Stéphane est aussi un cofondateur de la plateforme et il dirige les équipes tech en matière de produits, de design, de data et surtout d'IA qui va nous occuper ce soir. Merci beaucoup d'être des nôtres. On fait des webinaires réguliers, mais celui-ci, c'est l'inauguration d'un nouveau genre qui va être focus sur un seul sujet. Et ce soir, c'est l'IA. Donc, on va parler d'IA ce soir, on va parler de notre assistant Iris, parce qu'on est convaincu que, en fait, on se doit de vous proposer des outils IA, à la fois aux amateurs d'art et aux artistes. Alors, même si c'est imparfait, même si c'est perturbant, même parfois, ça va être un sujet dont on pourra parler. C'est en tout cas le début d'une grande aventure, en général pour Yorart, depuis nos 1 an passés. C'est une aventure pour nous en termes de tech, l'IA, mais c'est aussi, il nous semble, une aventure pour les artistes. Donc, ça va être intéressant de vous entendre et de voir tout ce qu'on peut faire. Le mot co-construction n'est pas un vain mot, puisqu'on a absolument besoin d'avoir vos retours pour pouvoir continuer à faire évoluer les outils qu'on va mettre en place et la relation qu'on a, que vous aurez avec Iris. Donc, le principe, c'est de vous ouvrir, pendant un webinaire, de vous ouvrir les portes de la plateforme, mais surtout, comme je le disais, de répondre à vos questions, d'entendre vos réactions. Et puis, j'espère, si nous sommes convaincants que vous nous rejoindrez sur la plateforme en vous inscrivant, peut-être vous l'êtes déjà. D'ailleurs, si vous prenez la parole, ce serait très sympa de votre part de pouvoir nous dire si vous êtes inscrit, pas inscrit, et quel stade ou quelle connaissance vous avez de Yorart. Donc voilà, comme je le disais, avec nous, Stéphane ce soir, Clarisse, qui s'occupe de la relation avec les galeries, mais aussi avec les artistes, et Oriane peut-être, si elle est là, côté produit, mais si Oriane est là, parfait. Oui, Donc, côté produit, voilà, comme je le disais tout à l'heure, la logistique, la relation qu'ont les artistes avec la plateforme d'un point de vue technique, logistique, toutes les questions. En tout cas, on est là pour répondre à toutes vos questions. Le webinaire est enregistré, donc on pourra vous l'envoyer s'il y a des choses que vous voulez réécouter. Et surtout, ensuite, on sera aussi à votre disposition par la suite pour continuer. Voilà, je te laisse la parole, Stéphane, pour rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Alice. Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, nous voilà sur la plateforme Yorart. Donc là, vous voyez, c'est une plateforme qui est à destination donc, de tous les amoureux de l'art, toutes les communautés du monde de l'art. Et ce soir, nous allons donc faire un focus sur Iris. Donc, vous voyez Iris, on peut avoir accès à Iris par le bouton qui est ici. Iris, votre assistant IA. Alors, nous, on croit à l'IA pour différents propos et pour différents buts sur la plateforme. D'abord, on pense que l'IA peut se comporter à l'instar des personnages non jouables. Alors, on appelle ça un non-playing character dans le jeu vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un non-playing character? C'est un personnage qui est dans le jeu, mais ce n'est pas lui qui joue, mais il peut donner quelques indices, il peut accompagner le joueur dans son voyage, dans son exploration, dans son expérience. Et donc, nous, on pense à l'IA un petit peu comme ça, hein, c'est-à-dire un guide pour les amateurs d'art, alors un peu comme dans une galerie, ou un curateur dans une galerie ou dans un musée. Donc, avec ce côté toujours disponible, pas envahissant. On l'appelle quand on veut, quand on a besoin de recommandations, par exemple. Et pour les artistes, un partenaire pour la recherche, un assistant à la recherche. Donc, non-playing character, c'est-à-dire un personnage qui ne joue pas à la place de l'artiste, c'est l'artiste qui crée, bien sûr. L'IA est de toute façon aujourd'hui très très loin d'avoir une compréhension, une imagination, une vision comparable à celle de l'humain, incapable par exemple de manipuler certaines métaphores. Mais l'IA qui accompagne l'artiste pour l'aider dans sa création. Alors, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Pour un visiteur du site, donc je vais cliquer par exemple ici là, sur Iris, votre assistant IA. Et là, j'ai accès à certaines fonctions.
J'ai accès, par exemple, à l'aide pour choisir une œuvre sur le site. Parce que, évidemment, sur la plateforme, il y a pas mal d'artistes, il y a beaucoup d'œuvres, dans des médiums très différents, une gamme de prix différents, en thématique aussi. Donc là, une personne peut résumer un petit peu son intention. Peut dire, par exemple, imaginons une personne qui souhaite offrir un cadeau, une œuvre d'art, qui pense à quelqu'un et qui va décrire les passions de la personne, livres, films, artistes préférés, destination de voyage, d'autres choses et des indications plus pratiques qui permettent de filtrer les résultats, hein, comme les dimensions de l'œuvre ou une fourchette de prix. Alors je vais me mettre à la place d'un amateur d'art qui aurait telle recommandation. Je pense à quelqu'un qui... Ce que je voulais peut-être ajouter, Stéphane, c'est que tout ça, vous l'avez conçu justement avec l'équipe pour que ce soit une possibilité pour un amateur d'art qui n'a pas les codes de l'art, qui n'a pas les mots de l'art, de pouvoir exprimer une envie ou un besoin. Et ça, c'était important pour nous, c'est-à-dire cette ouverture vers des nouveaux publics, qui est une part de la proposition du RART, pour réussir à donner une porte d'entrée dans la plateforme. Il y a évidemment la porte d'entrée des curateurs, des experts qui, toutes les semaines, font une sélection en homepage. Mais il y a aussi cette porte d'entrée, une fois qu'on a joué ou pas avec les filtres, ou qu'on trouve que c'est suffisant ou pas. C'est vraiment l'enjeu de conquérir des publics qui, peut-être, sans les codes ou sans les mots de l'art, n'osent pas ou ne savent pas comment chercher et qui ont besoin de cet accompagnement. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rentré un brief. Je pense à quelqu'un qui aime Kafka, la Chine, la couleur rouge, la chaleur, une œuvre entre 1000 et 3000 euros. Et je vais interroger Iris. Donc là l'IA est à l'œuvre. Donc il y a la partie conversationnelle, qu'on appelle, qui se rattache, disons, à l'IA générative. Mais il y a aussi une partie plus enfouie qui concerne la vectorisation des contenus. C'est-à-dire que pour chaque œuvre, c'est comme ça que fonctionne l'IA visuelle. À chaque œuvre est attaché un vecteur. Et pour les textes aussi, on associe des vecteurs. Donc ensuite, on va chercher des proximités entre vecteurs. Donc là, par exemple, voilà, hein, l'IA répond, Iris répond. Palette de sentiments évoqués par la couleur rouge et la chaleur. Et donc là, j'ai des œuvres qui correspondent à cela. Effectivement, avec une dominante de rouge, parce que j'ai dit que j'aimais le rouge. Et ici, j'ai exploration de l'absurde et de dystopie d'inspiration littéraire, mêlée de touches orientales. Donc il y a une compréhension profonde, en fait. Il y a une compréhension profonde quand on mentionne Kafka, la Chine. Il y a une compréhension sémantique et thématique. Donc voici les œuvres qui sont proposées ici. Alors chacun peut interpréter un petit peu la chose. Et imaginez, voilà, qu'est-ce qu'il y aurait, pour reprendre l'adjectif commun, qu'est-ce qu'il y aurait de kafkaïen dans cette image? Donc, l'interprétation est libre. L'IA a vu quelque chose ici. L'IA a vu quelque chose, effectivement, avec ces personnages, ces robots, dans des sortes de scaphandres, dans une nature, sous le soleil. Et il y a peut-être quelque chose d'absurde ici, qui pourrait rappeler l'ambiance de certains textes de Kafka. Alors après, j'ai des requêtes sémantiques qui, là aussi, s'appuient sur cette intention autour de Kafka et de la Chine. Alors j'ai, par exemple, ici, la métamorphose et la transformation, la bureaucratie oppressante. Donc là encore, compréhension assez profonde de l'univers de Kafka, avec des images, effectivement, pourquoi pas. Intéressant de l'avoir dans ce contexte-là. Sans doute, on peut avoir une lecture un peu différente de l'œuvre quand on la met en regard de cette intention littéraire. Et quant à l'encre de Chine, eh bien voilà, il y a aussi cette compréhension visuelle, puisque là, on parle d'un outil qui sert à créer l'encre de Chine. Et donc là, l'IA fait aussi une interprétation qui semble assez fine, hein, de la chose. Donc après,
Oui. Il y a une question, Stéphane, tu allais y venir, je pense, après, de la part de François, qui demande si Iris peut faire l'inverse et donner des écrivains ou des musiques par rapport à une œuvre picturale donnée. Oui, 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 tout à fait. Et ça, on va en faire la démonstration, en fait. Bon, peut-être que avec un petit peu de patience, on va y arriver. Dans l'aide à la création, on va voir ça en détail. Donc Et, voilà pour cet et aspect. donc, côté art persona, je ne sais pas si tu avais prévu de le faire, parce qu'on avait plutôt prévu de surtout montrer Oh, la création, mais dans oui, l'autre fonction à destination des amateurs d'art, il y a un petit jeu qui s'appelle Art Persona et qui permet d'avoir, en fonction des œuvres qu'on a aimées, qu'on a données, qui permet aussi d'avoir des recommandations de lecture, d'exposition, de musique. Donc, on fait des liens très réguliers entre ces différentes formes d'art. tout à fait. Et là, je vais montrer quelque chose. Alors, on va passer un petit peu, je dirais, sous le capot. Alors, voilà, vous montrer une fonctionnalité qui est en cours de construction, qui est sur notre plateforme de développement. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici dev.yorart.art, parce qu'on est effectivement sur la plateforme de développement. Toute fonctionnalité est d'abord testée, bien entendu, avant d'être publiée. Et donc là, on va vous montrer quelque chose en exclusivité. C'est une façon d'être inspiré par le catalogue. Voilà, donc les visiteurs, l'audience, elle arrive sur le site, elle peut naviguer dans les œuvres en choisissant les peintures, les photographies, ça c'est très classique. Et puis il y a ce bouton Inspirez-moi, avec l'icône caractéristique d'Iris. Et là, c'est à nouveau un petit jeu qui est proposé. Voilà, faites le test Art Carousel et bénéficiez de recommandations personnalisées. Aimeriez-vous voir cette œuvre chez vous? Alors, Laurence, tu peux répondre à la question. Oui. Oui, j'aimerais. Passons à Cœur d'écorce Ah, de j'aime beaucoup. Stéphanie Billaran. De Stéphanie Billaran, tout à fait. Alors, essayez de vous souvenir un petit peu, c'est un jeu de mémoire, des choix qui sont faits. Donc là, on voit ces formes végétales, verticales. Giulio di Strucco. Bah oui, j'aime aussi. Ah bah alors voilà, moi c'est parfait. Donc là, on a cette fois-ci des personnages avec un paysage, on va qualifier d'immense, de marin. Une sculpture, Moi, un petit peu moins. un peu moins. Un selfie de Mauro, Ah, je l'aime bien, celle-ci, oui, le selfie. d'accord. Non. Alors là, à partir de maintenant, tu peux voir les résultats, hein. Donc on va dire D'accord. non ici, et tu vas répondre à cette dernière question, et après on va afficher les résultats, hein. Oui. Alors voilà, donc si vous vous souvenez un petit peu de ces œuvres, donc on va répondre oui, et puis voir les résultats. Et là, on va avoir des œuvres sur la plateforme. Donc ça, ce sont des œuvres sur la plateforme qui ont été proposées, hein. On va avoir des œuvres sur la plateforme qui sont apparentées à tes choix. Donc on a par exemple, bah, effectivement, hein, ça c'est peut-être une scène qui se passe au Sénégal, hein, avec le fish market. On a ces paysages, cette végétation d'un autre artiste, hein, qui s'appelle Basile. Voilà, donc on a quelque chose de très cohérent avec ce que tu as apprécié. Mais, donc là, bien sûr, on se base encore une fois sur cette technique qu'on appelle des techniques d'embeddings, qui sont des techniques mathématiques pures, hein, de vectorisation des images et des œuvres, c'est-à-dire qu'on encapsule, c'est le verbe embed en anglais, c'est encapsuler la substance d'un texte ou d'une image dans un vecteur, et c'est ce qui permet de faire ces rapprochements. Il n'y a rien de magique, c'est que des maths. Ce sont des réseaux de neurones. Alors maintenant, si j'ouvre le catalogue, alors que j'ai fait ces choix-là, eh bien, je vais avoir des choses qui rappellent mes choix. Vous voyez, il y a certaines œuvres, mais pas toutes. Par exemple, ce chandelier, il n'est pas inspiré par ma recherche. Pourquoi? Parce qu'il est très important d'avoir une dose contradictoire dans les propositions. Parce que si on n'a pas de dose contradictoire, on tombe dans les pièges de l'IA, qui est de polariser les gens dans leur goût. Donc on ne veut pas faire ça, on ne veut pas que les gens se polarisent.
On veut qu'ils voilà, qu'ils restent ouverts et leur proposer quand même des choses différentes. Donc, il y a un dosage. Il y a un dosage d'œuvres qui correspondent un petit peu au choix, et puis des choses tout à fait différentes, tout à fait nouvelles, comme cette photographie, par exemple, d'Alberto Crespo. Donc ça, c'est pour le test Arc-Carousel. Donc là, on a vu deux démonstrations de l'IA pour les visiteurs. Je vais en faire Stéphane, il y a une petite question en cours. Oui. Je crois que c'est Eric. Non, c'était pour savoir si sur votre site, les visiteurs tombent dans ce piège, justement. Dans le piège de voir que des Non. créations ou œuvres qui soient, Non. Alors, qui ne plaisent. actuellement Ouais, allez-y. déjà, nous, en homepage, on propose de manière euh, très régulière à la fois une sélection du RART, Ouais, qui va d'ailleurs évoluer aussi encore, plus la sélection des experts de la semaine des curateurs. Donc, c'est aussi une autre porte d'entrée. Plus, il y a donc le risque d'être complètement fermé uniquement sur des filtres est peu probable. Et surtout qu'on évite, comme l'a dit Stéphane, ce jeu qui est très classique sur Internet, c'est si vous avez aimé ça, vous aimerez ça. Si vous aimez ça, quelqu'un a aimé ça, vous aimerez la même chose. C'est pas ce qu'on veut faire. On veut que les gens se perdent pour qu'ils trouvent. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'ils prennent des sortent un peu de chemins. leur zone de confort. Oui, et puis qui prennent des chemins de traverse, surtout D'accord. aussi qui consultent pas mal de contenu, puisque une des choses qu'on a eu à traiter et qui sera de plus en plus vrai si tout se passe comme prévu, c'est que les artistes ne souhaitent pas être noyés dans une masse d'artistes ou que leurs œuvres soient perdues à l'intérieur d'un trop grand catalogue. Donc nous, on espère un très grand catalogue parce que ça permettra à l'IA de se déployer pleinement et à nous d'aller chercher des pépites et aux experts de trouver, mais ça va aussi permettre avec toutes ces fonctions de faire ressortir des œuvres qui n'auraient pas forcément été apparentes au premier regard ou dans les filtres classiques de prix, de médium, etc. Donc, l'idée, c'est plutôt de faire émerger un grand nombre de propositions et d'artistes. D'accord. Stéphane, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est très important pour nous, l'ouverture. C'est notre motto. Open your heart. On souhaite être absolument ouvert, le plus accueillant possible. Et donc, si on se met à enfermer les gens et à leur reproposer des choses qui ont un petit peu plu à un certain moment, on n'est pas du tout dans notre idée, là. Donc, on souhaite éviter ça. Alors, maintenant, on va passer à la recherche sémantique. Tiens, voilà, avant d'aller vers l'aide à la création, est-ce que, Oriane, tu as une idée de quelque chose que tu voudrais rechercher sur la plateforme? Ça peut être visuel, ça peut être thématique, ça peut être conceptuel. Voilà. Peut-être, c'est un peu bateau, mais la mer. Ouais, la mer, c'est Mer, simple. On va faire une mer agitée, si tu veux. mer agitée, parfait. L'océan agité, parfait. Voilà, mer agitée, qui est un peu plus... Alors d'abord, il y a des œuvres qui s'appellent mer agitée. Mais si je cherche mer agitée sur le site, bah, effectivement, voilà. Donc, j'ai absolument pas les mêmes résultats que si j'avais entré la mer. Et si j'écris une mer verte, agitée, alors là, c'est peut-être moins simple de trouver quelque chose qui colle de façon absolument littérale, mais c'est intéressant de voir cette œuvre de Blondel, tiens, qui ressort. Une œuvre abstraite, mais qui pourrait, pourquoi pas, évoquer, pour certains, une mer verte agitée. Donc là, c'est la même chose, hein. On est sur de l'IA qui est capable de rapprocher du visuel de mots, de phrases. Alors maintenant, on va passer à une autre partie, qui est le versant pour les artistes. Donc là, forcément, pour vous montrer cela, je dois être connecté. Donc je suis connecté avec un compte qui est le compte Adi1, qui est un compte d'artiste sur la plateforme, qui est caché, mais qu'on utilise pour des démos. Alors, je vais utiliser, à partir de ce compte, l'aide IA à la création. Alors là, vous voyez qu'il y a les œuvres de l'artiste qui apparaissent.
J'ai fait volontairement un artiste qui n'existe pas, hein, mais volontairement, j'ai fait un petit patchwork, j'ai fait un petit medley d'œuvres d'artistes qui existent sur le site, uniquement à des fins de démo. Bien sûr, ces œuvres ne font pas partie du catalogue, mais ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment fonctionne cette fonctionnalité pour les artistes. Donc là, j'ai un mélange d'œuvres, hein. J'ai par exemple des arrosoirs. Donc je vais commencer, pourquoi pas, avec la poterie. Allez, commençons avec des céramiques. Karine Dreyfus, qui a fait cet arrosoir en céramique. Elle a fait aussi alors, c'est pas un arrosoir, mais plutôt un vase, peut-être, je ne sais pas. Un autre arrosoir, puis encore un autre arrosoir. Et voilà, un autre arrosoir. Donc vous voyez, Iris m'a parlé. Vous avez apporté des œuvres de votre portfolio. Je les connais, je suis prêt à les analyser. Pour quelles œuvres souhaitez-vous des retours techniques de ma part? Donc là, on a souhaité, on veut une espèce de, comment on pourrait dire ça? On veut quelque chose d'utile et de précis, de technique, et on ne veut pas laisser libre cours à soi-disant talent de critique ou talent subjectif de l'IA. Non, 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 on veut une analyse technique, des retours techniques. Donc, Iris a effectivement reconnu cette série, Pottery Collection, ça c'est le nom qui est donné par Iris. Donc, cette série d'œuvres présente une collection de poterie artisanale, la palette de couleurs distinctes, l'exploration de la texture, de la forme, les couleurs vibrantes, les formes organiques, l'approche intuitive du travail de la céramique. Et là, maintenant, j'ai des commentaires très précis sur chacune des œuvres. Donc, ce premier arrosoir, enfin, d'ailleurs, arrosoir ou bro, eh bien là, j'ai effectivement, voilà, alors, Iris, il a vu une théière, pourquoi pas, en céramique, avec une surface texturée les motifs abstraits. Les lignes vertes symbolisaient la nature, l'organique, connexion avec le monde naturel, d'accord. Et là, certaines références qui sont avancées, l'influence de l'art primitif, pourquoi pas. Et là, vous voyez, il y a une référence. Il y a une référence d'artiste qui est donnée par Iris. Et si je clique sur la référence, eh bien, je vois des images d'œuvres de cet artiste. Donc là, il faut se mettre à la place de l'artiste et imaginer un petit peu cette façon de naviguer. C'est un petit peu comme si vous aviez un copain à côté de vous qui connaît assez bien l'histoire de l'art quand même, qui a énormément de références et qui vous dirait, en regardant vos œuvres, bon, bah voilà, là, tu as fait ça, ça me fait penser à ça. Là, il y a une approche, il y a une influence de l'art brut, pourquoi pas, avec du buffet, ok. Il y a une approche moderniste de la céramique, il indique Peter Voulkos. Si on ne connaît pas Peter Voulkos, eh bien voilà, l'artiste peut découvrir ici ses œuvres. Et donc là, on est dans la découverte. Là, on peut imaginer qu'un artiste passe du temps vraiment à regarder ça. Passe du temps et se perd un peu, pourquoi pas avec délectation, dans cet océan de références. Utilisation des couleurs terreuses. Hans Wangzo. Ok. Là encore, un autre univers. Des découvertes qui, pourquoi pas, peuvent, avec lesquelles je peux trouver certains échos dans mon travail, etc. Donc, vous voyez, tout ça, c'est organisé. Il y a l'analyse des couleurs, il y a la symbolique, il y a les lignes, les formes, les lignes irrégulières. Voilà, Jacques Kaufmann, avec ces lignes irrégulières dans ses sculptures. Oui, merci. François dit que c'est intéressant pour construire l'histoire qu'il est demandé à l'artiste d'apporter avec son œuvre. En effet, l'idée là, c'est aussi de fournir de la matière première aux artistes quand ils créent des dossiers, quand ils doivent préparer des cartels, quand ils doivent se poser la question ou pouvoir parler de leur pratique ou parler de leur art. Évidemment, on espère pouvoir aider avec cette matière première-là qui est déjà un peu organisée aussi. Ouais, mais est-ce que ça n'enlève pas un peu de spontanéité?
c'est toujours pareil, on propose, vous disposez. C'est-à-dire à Ouais, vous de piocher ou d'accord. pas, de prendre, de dire ah bah non, je trouve ça complètement idiot, j'en veux pas. En fait, c'est vraiment un jeu de peut-être que sur toutes les références, il y en a une seule qui va vous parler et qui va vous Ouais. surprendre ou pas. C'est vraiment l'intérêt là, c'est d'avoir, j'allais dire, cette bibliothèque de propositions et puis après, vous choisissez de plonger dedans ou pas et d'en garder pour raconter votre art ou tout simplement pour vous inspirer ou pas. Ce qui peut être amusant pour un artiste, certains artistes, c'est de faire des découvertes. Bon, voilà, bon, il se trouve que je connais la personne qui a créé ces œuvres. Mais voilà, l'approche ludique expérimentale et la référence de Kathy Butterly, ah ben ça, je sais que ça l'intéresse. Pourquoi? Parce que cette personne ne connaît pas. Et donc, c'est une ouverture. Alors oui, oui, bien sûr, il y a des millions de façons de découvrir des artistes, ça c'est évident. Mais celle-là en est une, et on veut que ça soit suffisamment ouvert, vous voyez, parce qu'il y a quand même pas mal de références, et c'est une façon de créer des connexions, des connexions, et d'enrichir son univers, son univers. Et d'ailleurs, dans une prochaine version de l'aide à la création et de l'IA sur le site, tout ça, vous pourrez le sauvegarder. Un artiste peut sauvegarder les références, les noter en fonction de leur intérêt et y revenir plus tard. Il y a Voilà. une question, je crois, de François, je pense. Oui, c'est très impressionnant parce qu'effectivement, surtout dans les arts abstraits, on a besoin de rapprochement, d'inspiration dans la lecture. Et je me posais la question de savoir si on pouvait, et bien souvent l'artiste a des problèmes pour nommer ou titrer l'œuvre. Alors, est-ce qu'on peut demander à Iris de titrer une œuvre? Alors ça, la réponse est oui. C'est pas possible aujourd'hui, ça va être possible à partir du 14 août. Pourquoi? Parce que nous allons faire, dans la prochaine fonctionnalité, il y aura la possibilité de prolonger le dialogue avec Iris à partir de cette session. Donc, je vais aller au bout de la session. On va voir comment la session se termine. Et il faudra imaginer que dans un mois, à la fin de la session, il y a la boîte de dialogue qui s'ouvre pour l'artiste. Et là, l'artiste peut parler des œuvres, peut parler de Betty Woodman. Et là, vous êtes dans une conversation où votre interlocuteur a la mémoire de tout ce qui a été dit avant. Donc oui, bien sûr, pour répondre à cette question, c'est tout à fait possible. Alors, continuons. Donc, on parlait tout à l'heure de recommandations à l'envers, c'est-à-dire à partir d'une œuvre, de voir ce qui peut être recommandé. Alors oui, et Iris fait ça. Alors d'abord, il y a les œuvres qui sont plutôt des ouvrages. Ce sont plutôt des ouvrages techniques, des ressources techniques. Donc là, on a affaire à la céramique. Donc oui, on va avoir certaines recommandations sur la poterie. Par exemple, les techniques de décoration de surface, décoration de surface en céramique. Il en a parlé un peu avant. Iris en a parlé un peu avant. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un aspect aussi guide complet pour les petits de tout niveau. Alors pourquoi? Parce que on peut faire un peu ce qu'on veut avec cette aide à la création. Et nous, on ne sait pas, et on ne veut pas juger, ce n'est pas notre sujet. Mais on peut soit le regarder de façon un petit peu experte, en allant chercher vraiment les références les moins connues, en essayant de creuser, de trouver des choses un petit peu surprenantes avec un niveau assez pointu, disons. Mais il y a aussi des artistes qui sont peut-être qui commencent, qui font leur première poterie, qui font de la peinture, mais qui s'essayent à la poterie et qui vont vouloir aussi apprendre des techniques. Ensuite, il y a des recommandations de livres et de films.
Alors voilà, par exemple, les choses de Georges Perec. Pourquoi? Parce qu'on est sur l'outil. Et que comme cet arrosoir n'est pas un arrosoir ou cette théière n'est pas une théière, c'est une chose. Donc il y a une réflexion là-dessus, une réflexion sur l'objet, sa signification. Amusant qu'Iris relève ceci. Ensuite, on a des films à La forme de l'eau, pas mal aussi, de Guillermo del Toro. On est sur la fluidité, les questions de fluidité. Très intéressant, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors là, il y a une interprétation à un niveau un peu plus élevé de l'IA. Parce que ce que l'IA voit ici, c'est pas Noël, c'est pas les accessoires de Noël, c'est la créativité de ces figurines qui utilisent la pâte à modeler. Et alors enfin, on a une autre section qui est la génération d'images. Et là, Iris va proposer de générer des images à partir des œuvres. Donc c'est une expérience. On va dire, voilà, on peut passer à la suite, ou bien on peut tenter l'expérience, on va tenter l'expérience, bien sûr. Et là, on touche à quelque chose d'assez essentiel pour nous. On veut proposer l'IA dans ce qu'elle a de plus puissant et de plus innovant, mais il y a quand même certaines précautions. C'est le début. On a tous entendu parler de la possibilité, par exemple, de cloner des voix, de fabriquer des fakes en tordant des discours, en faisant prendre des pauses à des personnes dont on a juste une photo, etc. L'IA est capable d'énormément de choses, elle est capable de créer des images. Et donc, on explique un petit peu ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des variations, on va générer des variations des œuvres, et on va générer également des tentatives de production sous forme de croquis. Et on ne sait pas à l'avance ce qui va intéresser l'artiste ou non. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir création de quelque chose, certainement des maladresses. L'IA, elle a ses maladresses, et encore heureux, je dirais, et des accidents. Il va y avoir des accidents qui vont se produire. Maintenant, ces accidents peuvent être heureux. On peut souhaiter des happy accidents. Et donc, voilà, ces tentatives sont là à des fins de stimulation. Et ce qui est très, très important pour nous, et c'est ce qu'on fait un peu là maintenant, c'est qu'on vous montre ce qu'on peut faire avec l'IA, et ce qui nous intéresse, c'est vos réactions. Donc là, je vais dire continuer, et des images vont être générées. Donc, génération d'images en cours, je vais en profiter pour fermer une porte. Alors Stéphane, pendant que tu fermais la porte, Anne nous dit « Les ressources techniques sont souvent des ouvrages techniques en langue anglaise, non traduits. Or, tous les artistes ne lisent pas l'anglais, c'est un peu frustrant du coup. » Et là, grâce à l'IA, je dirais que vous avez la possibilité d'avoir des traductions de manière assez facile. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Alors, ça touche un point assez délicat pour nous. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir accès à des bibliothèques et à des ressources très vastes en langue anglaise, un peu moins faciles en français. Donc, la question de la traduction, elle va se poser. Et puis, effectivement, on peut aussi tomber sur des ouvrages très spécifiques qui ne peuvent exister qu'en anglais. Ça, c'est possible. Alors voilà, alors regardez, voici des variations. Alors, c'est amusant. Il y a à conserver, je dirais. Bon, là, je commente personnellement. Ce n'est pas la personne qui a créé ces céramiques qui commente. Mais je trouve que il y a quelque chose de la matière, des formes qui est conservé. Et puis, donc on la reconnaît, mais c'est tordu quand même. C'est tordu. Par exemple, ce vase-là, qui est un peu un bec d'oiseau, visiblement, l'IA a compris quelque chose là. A compris ou a vu quelque chose. Puisque l'aspect aviaire est préservé. Il est même accentué, en fait. Donc, c'est assez amusant. On garde le côté brillant de la couleur de surface. Alors, l'idée, mais l'idée, ce qui vient un peu a posteriori,
On lisait, on partageait un article à propos de Raymond Depardon sur la façon dont il choisit ses photos. Il en parlait à propos de son travail de photographe aux Jeux Olympiques. Et il expliquait qu'il regardait les photos dans le miroir, parce que le miroir déforme la photo. C'est-à-dire qu'on reconnaît la photo, mais elle est déformée. Et donc, il y a un petit peu quelque chose comme ça ici. C'est-à-dire qu'on reconnaît, on voit bien que ces images ont été créées à partir des premières, mais elles sont tordues, elles sont déformées. Et donc, peut-être, je n'en sais rien, hein, mais peut-être que ça peut, on pourrait imaginer que ça aide l'artiste à, soit, alors, l'artiste peut éventuellement avoir des idées, ou bien comprendre un peu mieux peut-être ce qu'il a fait, et ce qu'il n'a pas fait. Donc voici pour les variations. Et après, il y a une deuxième méthode, alors, qui est un peu plus risquée, je dirais. Alors ça dépend, il y a des artistes qui peuvent préférer la première ou la deuxième. Mais la deuxième méthode, elle est plus inventive. Pourquoi je dis plus inventive? Parce que là, on part d'un prompt. Donc la notion de prompt est très importante dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est le texte qui est généré par l'IA, à partir duquel des images vont être générées. Et donc là, l'IA va créer vraiment des images à partir du texte qu'elle met au point. Et donc là, vous voyez, moi, encore une fois, j'en sais rien. Peut-être que l'artiste peut réagir à ça ou pas. Se dire soit, ah bah tiens, c'est autre chose et pourquoi pas je vais essayer, ou bien non, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je fais et laisse tomber. J'en sais rien. En tout cas, là, l'artiste peut s'exprimer. Et ça nous intéresse. Êtes-vous a priori plus sensible aux variations ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la fonctionnalité? C'est un programme d'amélioration, de co-construction, comme tu disais, Laurence, avec les artistes. Et là, maintenant, je vais m'arrêter parce que c'est intéressant de vous entendre un petit peu sur tout ça. Bien entendu, je peux vous montrer d'autres exemples si vous voulez, mais c'est intéressant d'échanger. Et d'ailleurs, de nous dire quels exemples vous aimeriez regarder, ou s'il y a des choses qui vous interpellent, ou même... Alors. Maurice. Nous vous écoutons, Maurice. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. Oui, bonjour Maurice. Bonjour. Bon, déjà, moi, je suis depuis peu de temps, en fait, hein, une quinzaine de jours, je crois, peut-être un peu plus. Et je suis tombé un peu dedans, en fait, c'était ouvert, hein, c'était open. Je suis tombé dedans et j'ai trouvé ça, pour tout vous dire, un peu inattendu, assez extraordinaire. J'ai pas connu d'équivalent. Dans le temps, vous avez peut-être connu Art & You, si vous voulez, qui faisait une tentative aussi un peu d'ouverture, etc. Bon, alors, voilà. Alors, pour revenir un peu à l'IA, moi, j'ai testé, mais j'ai testé parce que je n'avais pas vu la démonstration, et merci pour cette démonstration, où on peut faire bien d'autres choses que ce que j'ai fait. Voilà. Et moi, j'ai testé sur mes dessins et mes photos. Et donc, j'ai trouvé complètement bluffant la partie description, si on veut. Ensuite, il y a quand je dis bluffant, peut-être que en 12 points, ça fait beaucoup quand même. Hein. Bon, mais j'ai regardé ça attentivement. Merci pour la sauvegarde d'ailleurs. Je peux y revenir et puis revoir. Et donc, j'ai été étonné, j'ai été bluffé, quoi, en fait, si vous voulez, parce que il y a des moments où ça parle d'émotions. C'est rare que les intelligences, etc., parlent d'émotions. Là, par exemple, sur un de mes dessins, on parle de dramatisation dans la présentation, dans la mise en forme, etc. OK. Et ça, c'est assez étonnant. D'ailleurs, on retrouve cette notion-là dans les renvois sur les films, sur les ouvrages, etc. Alors, par contre, sur les quelques, j'ai fait 6, 7, 8 tentatives comme ça. J'y passe du temps, hein, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Et j'essaye de répondre le plus complètement possible, parce que je pense qu'effectivement, il faut vraiment, et moi, ça me donne envie, en tout cas, de contribuer, etc., y compris sur les questions que je me pose. Alors, sur les variations, quand ce sont mes dessins à moi, c'est ce que je peux voir, évidemment, je me sens un peu frustré, je trouve que ça déforme un peu ce que je fais, quoi, d'une certaine manière.
Quand c'est les croquis, pour moi, pour l'instant, ça passe dans autre chose, quoi. Voilà, je me retrouve pas, etc. Mais effectivement, quelqu'un a posé la question tout à l'heure, ça serait bien de voir, et moi, là, j'aimerais bien moi, faire des expériences pour voir comment fonctionne l'IA, hein, puisqu'on parle de l'IA, comment on voit pour des œuvres qu'on connaît déjà, quoi, etc. Bon. Alors, je vais aller vite, mais j'ai 1000 questions et 1000 choses à poser. Mais déjà, il y a une première remarque que je ferai, c'est que en fait, l'IA, comme pratiquement toutes les IA, et je me pose des tas de questions par rapport à ça, mais analyse des œuvres numérisées. Donc l'IA fait une analyse d'œuvres numérisées. Or, pour moi, en tant que photographe, un peu moins en tant que dessinateur par rapport au dessin que je fais en tout cas, il y a une énorme différence entre l'image numérisée et puis je parle même pas que de l'œuvre argentique, mais par exemple pour moi, les images numérisées, enfin numériques qui sont imprimées, il y a une énorme différence quand on les voit, quand on les a et tout. Et ça, je ne sais pas trop comment c'est traité, etc. Ça, c'est un deuxième point, et le dernier point, parce que je suis toujours un peu long, c'est que j'aimerais savoir si dans les recherches des études, plutôt du fonctionnement de l'IA, comment c'est enrichi au fur et à mesure, y compris par les réactions et y compris quelles sont vos références, quoi. Il y a une base de données d'œuvres, ça on est d'accord, il y a un moteur d'inférence, etc. Mais comment vous... Voilà. Des fois, je me dis, ça serait bien de limiter, par exemple, à un auteur ou à un peintre, etc., pour voir ce que ça donne, quoi. Est-ce que vous avez dû faire ce genre d'expérience et pour voir si on retrouve ces petits, y compris dans les variations et dans le reste, quoi. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu long, mais Ah j'ai ben non. passion. Ah ben, vous ouvrez la porte de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est maintenant quelques années derrière nous, mais qui reste quand même très important sur la finesse de la compréhension, sur les émotions. Vous avez parlé des émotions. Alors, les émotions, on peut parler des émotions. Yann Lequin, qui est un chercheur français qui a été impliqué dans l'IA, dans les fondations de l'IA, depuis les années 80, avec la reconnaissance des chiffres écrits sur des chèques à la main. Il a fait beaucoup plus que ça, mais ça part de là. Et il était impliqué là-dedans. Il pense que l'IA commence à être capable d'émotion, en fait. Pourquoi ? Alors, si vous utilisez un petit peu des outils d'IA, vous allez voir, vous donnez des consignes, et il y a succès ou il y a échec. Et c'est vous qui jugez si c'est un succès ou un échec. Et si vous n'obtenez pas satisfaction, vous allez continuer, vous allez dire plusieurs fois que c'est un échec, que le but n'est pas éteint, et vous allez voir une certaine frustration de l'IA qui va se confondre en excuses et qui va tenter par tous les moyens de répondre à votre besoin. Donc, ça c'est une chose. Ensuite, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'IA. Donc, vous avez parlé de la base de données d'œuvres numérisées. Alors, sur l'apprentissage, parce qu'il est bien sûr question d'apprentissage, il y a d'abord, on utilise des modèles qui sont pré-entraînés, bien entendu. Et ça, c'est ce qui est source de controverses, parce que ces modèles qui sont pré-entraînés grâce à des terras de données numérisées, et il n'y a pas eu d'autorisation qui a été demandée à qui que ce soit pour entraîner le modèle avec des images d'artistes numérisées. Donc certains peuvent considérer qu'il y a là un pillage. D'autres peuvent considérer que, de toute façon, l'être humain crée en faisant du plagiat, puisque on a avec nous la mémoire des artistes qui nous ont précédés, et qu'on ne peut faire que des innovations incrémentales, et en fait, l'IA est un outil qui est à notre disposition pour faire ça. Mais tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que les modèles sont pré-entraînés.
Ensuite, on peut aller très loin avec l'IA. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on appelle du fine-tuning. Et en faisant du fine-tuning, si par exemple vous, Maurice, vous avez créé une dizaine de photographies, vous donnez cette dizaine de photographies à l'IA. Donc ça, c'est possible par exemple avec des modèles comme Stable Diffusion. Et Stable Diffusion va apprendre votre style. C'est-à-dire que, alors, il peut soit apprendre votre style, soit apprendre des personnages. Imaginez, voilà, Rembrandt, le personnage que Rembrandt a le plus peint, c'est lui-même. Eh bien, avec quelques tableaux de Rembrandt, Rembrandt aurait pu, s'il avait eu ces outils-là à sa disposition à l'époque, je ne sais pas s'il les aurait utilisés, mais permettre à l'IA de comprendre son visage et donc être capable de repeindre son visage dans n'importe quelle condition. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Stable Diffusion, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que, après, tout dépend du but et de l'intention de l'artiste, mais ça, c'est assez incroyable. Oui, Laurence, tu as levé la main. Non, je regardais juste le temps et je me disais qu'il fallait qu'on voit s'il y avait d'autres questions parce qu'on a, même si nous, on peut déborder, mais souvent, vous avez des impératifs et pour essayer de traiter toutes vos questions sur les 10 dernières minutes. Alors, on a Clarisse, tu veux prendre si tu vois des questions qu'on n'a pas traitées? Je crois qu'il y a la question de Sweeder. Oui. L'IA restitue par l'écran uniquement, que devient alors la texture, la matière, le tactile de l'œil? Alors, c'est très intéressant. Nous, on sait que pour les visiteurs du site, ne pas avoir le toucher, c'est quelque chose qui est frustrant. Le toucher, la sensation de relief. Et alors, parfois, c'est pas toujours vrai, hein. Mais parfois, alors il peut se planter ou pas, hein. Mais on fait les expériences, hein. Et nous, on lui demande de toucher. En touchant cette œuvre, on pourrait imaginer une sensation de rugosité et de complexité, avec des surfaces irrégulières, des textures variées, les lignes et les formes organiques pour évoquer une sensation de nature brute et non altérée. Alors, l'IA dit ça à partir de, et là, on va voir qu'on n'est pas tous d'accord du tout, à partir de ça. A priori, non. A priori, on voit plutôt des dessins. On n'imagine pas forcément cette sensation de rugosité. Alors, ça dépend. Il peut se planter ou pas. Et là-dessus, les retours sont intéressants. Alors, plus généralement, c'est le propre du digital, en effet, de couper une partie des sens, mais c'est aussi la problématique qu'on a, nous, c'est d'essayer d'être open. Tout le monde n'a pas la chance d'être à côté de galeries, à côté d'artistes, donc il faut qu'on puisse apporter l'art le plus loin possible, le plus près possible, d'ailleurs les deux, à la fois le plus loin et le plus près des gens, et puis on essaye, nous, très régulièrement, on l'a fait il y a quelques semaines, une première exposition, et on va essayer de reproduire et de reconduire des moments qui sont dans la vraie vie, et qui permet d'avoir des expositions, d'ouvrir la porte des ateliers, d'ouvrir la porte des galeries et de continuer à proposer à des publics et des audiences de découvrir les œuvres dans la vraie vie. Il y a une question de François. Peut-on faire le test? Sur quel test, François? Je suis bluffé personnellement parce que moi, juste un commentaire par rapport à l'œuvre qui a été montrée, pour moi, il est absolument évident que la rugosité, je la retrouve, et que l'œuvre qui a été présentée n'a rien de lisse. Donc, par l'extrême, on peut regarder effectivement et comprendre que l'IA a une compréhension sur une certaine forme de texture, ou au moins une interprétation. Par ailleurs, on a parlé donc à partir de plusieurs œuvres, de composer une œuvre qui serait théoriquement, est-ce qu'on pourrait mettre 3 tableaux de Rembrandt et de voir ce que l'IA sort? Ah, bien sûr. Bien sûr qu'on peut faire ça. Ah oui, oui, oui. C'est la nature du test que je demandais, voilà. Alors, ok. Ben, ouais, ça va me prendre 3 minutes, mais je vais le faire. C'est une bonne idée. Et... Est-ce qu'en attendant, il y a d'autres commentaires ou questions d'utilisation de l'IA? J'avais une question. Oui, Frédéric. Ouais, j'avais une question qui est plus à l'intérieur de YouArt.
par exemple, moi, ça m'intéresserait d'avoir un système d'IA ou pas d'ailleurs, qui me permettrait, par exemple, de voir quels sont des gens qui travaillent dans le même esprit, c'est-à-dire me faire une bibliothèque d'artistes sur le site qui auraient des styles près des miens avec qui je pourrais échanger ou pas, et éventuellement aussi avoir un système qui permettrait de dire, puisque je trouve que le grand intérêt du art, c'est qu'il y a à la fois des artistes mais aussi des galeries, quelles sont des galeries qui, dans leur ligne éditoriale, ont des choses qui ressembleraient, par exemple, à ce que je fais. Pas du tout, d'ailleurs. Alors, avoir cette espèce de facilité de navigation à l'intérieur du site. Alors, vous avez déjà une fonctionnalité qui est la similarité, qui vous permet, quand vous allez sur une œuvre, donc les vôtres par exemple, de regarder quelles sont les œuvres dites similaires sur la plateforme. Donc oui. ça va vous donner un univers de gens qui peuvent avoir une proximité avec vous. La messagerie vous permet de les contacter. On a mis en place un outil qui permet de converser d'artiste à artiste. Et pourquoi pas de demander des retours et de poser des questions à ceux qui l'acceptent, bien évidemment. Ça, sur votre première question, ça c'est déjà en place. Et ce que vous évoquez à la fin, c'est un sujet qui est plutôt encore dans nos carnets, qui est le matching, on va dire, galerie-artiste. Ça, c'est des sujets sur lesquels on est en train de réfléchir. Parce que d'abord, chaque galerie, et Clarisse est mieux placée que moi pour en parler, a sa propre ligne oui, on est bien d'accord. éditoriale et fait ses choix, mais on peut lui amener ou lui pousser, montrer ou attirer son attention, et l'artiste peut lui-même attirer son attention en ayant un certain nombre de propos. Donc, c'est des choses auxquelles on est en train de réfléchir, et pour ce faire, comme on le fait toujours, on va aussi beaucoup interroger les galeries pour savoir qu'est-ce qui leur manque, de quoi elles ont besoin, quels seraient les outils qui leur permettraient, j'allais dire, de sourcer d'une manière différente de ce qu'elles font actuellement, ou d'une manière plus large ou plus créative, des choses. Donc, c'est des conversations qu'on va mener, en effet. Mais ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait de vous retrouver, par exemple, dans un groupe, parce que ça, c'est quelque chose qu'on est tout à fait capable de faire avec les maths, hein, des groupes d'artistes qui font un peu des choses similaires sur la plateforme. Oui, c'est intéressant, tout à fait. D'accord. Ouais. Alors, pour avoir testé, moi, effectivement, l'IA, j'ai mis quelques toiles. J'ai trouvé que les commentaires étaient très récurrents. C'est-à-dire que ce qui m'a manqué, c'est un peu le distinguo d'une œuvre à une autre. D'accord. L'IA a répondu à peu près, grosso modo, de la même façon aux différentes œuvres que je lui ai soumises. Donc, alors, est-ce que les œuvres étaient très ressemblantes ou pas? Dans le même style? Dans la même série? C'est moi qui les ai faites. Mais c'est dans la même série? Non, on ne peut pas dire. Pour moi, il y avait des choses distinctes à dire. Mais bon. Intéressant. Ça m'a permis effectivement d'apporter de l'eau à mon moulin, mais j'ai trouvé que à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est pas la peine parce que je vais avoir la même réponse. Compris. Je me suis retrouvé un peu dans le même. Compris. Iris, c'était un petit peu. Non, mais ça, c'est des choses qu'on peut améliorer. Hein. On peut tout à fait. C'est une très bonne idée d'ailleurs. Hein. Quand il y a un peintre, un photographe, un sculpteur fait une série. Alors certes, on a l'analyse un peu générale, mais quand c'est œuvre par œuvre, et nous, ça c'est quelque chose qu'on peut faire mathématiquement. Ouais, c'est-à-dire de lui dire, donne-moi le discriminant œuvre par œuvre. Voilà. Auquel cas, vous aurez des différences. Ça, c'est une amélioration à faire de notre côté. Un truc que j'utilise, moi, avec ChatGPT, en disant, fais-moi la critique de cette toile. D'accord. Et il me renvoie une critique, bon, il y a à prendre et à boire et à manger dedans. Mais ça peut être intéressant. Très bien. C'est vrai, comme disait Stéphane, on est et à la fois au début et il y a des maladresses, mais on veut vraiment être vigilant sur la critique, le jugement. Là, nous, on veut être en proposition, en stimulation. On va plutôt se mettre du côté de stimuler, proposer, ouvrir, donner des références, que de rentrer dans quelque chose qui est
la critique, etc. Donc, c'est du fine-tuning, mais ça fait partie justement des retours qu'on aimerait avoir de vous. Ça y est, tu as donc intégré Rembrandt? Alors, des images de Rembrandt, oui, oui, tout à fait. Alors, il recommande à Rembrandt de voir le portrait de Dorian Gray, ce qui est pourquoi pas, hein. Et ceci dit, il se plante pas trop sur les références. Barry Lyndon, Amadeus, Jeune fille à la perle. On est vraiment dans les grands classiques, là, hein. Et alors, on va tenter la Le génération mépris de d'images. Godard, c'est un peu plus surprenant. Et oui, parce qu'il a ce côté un petit peu, bah oui, les relations humaines, hein. On voit le nez de Piccoli, peut-être. Je pense que c'est aussi sur la psychologie, bien sûr. Alors, on va regarder ça, hein. Il va générer des images. Donc, il va tordre les portraits. Moi, je m'attends à des visages moins... Attention, hein, ça va être moins précis, hein. Non, mais Oh là! Oh là là! Voilà. Pourquoi pas? c'est pas mal. C'est pas mal. C'est marrant parce qu'il y a le foisonnement du trait de crayon aussi. Ah ouais, non, mais il n'est pas... C'est moins mauvais que ce à quoi je m'attendais. Oui, mais j'étais un peu inquiète aussi. Ah bah, Ouais. c'est l'expérience, hein. On est un petit peu sur... ouais, Ouais. on est dans une petite ambiance... C'est presque du Goya, c'est amusant. Ouais, c'est vrai. Ben, il y a un côté un peu... La subtilité, c'est quelque chose qui est compliqué pour l'IA aujourd'hui. Elle est vraiment très subtile. Mais quand Non, même, mais par c'est exemple, délirant. sur la technique, il n'est pas mauvais, quoi. C'est bon, c'est très bon. Moi, j'avoue que je suis assez. Non, je réponds à Zwider. Alors, on a fait cette petite facétie parce qu'on est joueur un petit peu. Iris est un homme, en effet. En tout cas, Iris est il. Iris est il. Est-ce que c'est un homme? J'en sais rien. Iris est il. Et Iris n'est pas elle, mais c'est pas grave. Nous vous pardonnons car beaucoup l'appellent elle. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'Iris ne sera pas vexée. Ah, c'est pas mal, hein? Ah, c'est pas si mauvais, quoi. Ah ouais, non, c'est intéressant. C'est pas si mauvais. Est-ce que il y a d'autres questions, réactions, tests que vous souhaitez? Là, on a montré une partie. Il y a évidemment beaucoup de choses qui vont évoluer. Tu l'as dit, donc avec la prochaine mise à jour de la plateforme qui a lieu le 14 août, toute la partie enregistrement, peut-être tu peux redire un peu ce qui va évoluer sur la plateforme. Ah oui. Stéphane. Ah oui. Alors, ce webinaire étant particulièrement agréable, je me sens d'humeur à montrer ce qu'on appelle dans le jargon des mock-ups. Voilà, je vais montrer des mock-ups, c'est-à-dire des plans de la feature qui est prévue. Donc, les maquettes de la fonctionnalité. Les maquettes. Alors voilà. Ah oui, carrément, tu montres les maquettes. Donc, Ah ouais, t'es vraiment très, très bonne humeur, là. Ah oui, oui. Là, on est dans les maquettes. Donc, on aura quelque chose, ça s'appellera Monde Univers. Voilà, dans lequel on pourra stocker des éléments. Vous pouvez ajouter autant de références que vous voulez. Et par exemple, Gaston Bachelard, ben voilà, hein, si Gaston Bachelard est apparu dans une session, il y aura eu des pouces levés, pouces baissés à côté, et on pourrait enregistrer directement la référence, si on la trouve intéressante. On pourra enregistrer aussi directement des images générées, des références variées, on aura ses propres œuvres dans ce tableau de bord. Et ce qui sera très, 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 très amusant ensuite, c'est de pouvoir générer des images, des nouvelles images, en profitant en fait de toutes ces choses qu'on a glanées au fil des expériences avec l'IA. Donc voilà, on dira voilà, je pars de mes œuvres, ensuite je vais utiliser des références, je vais utiliser des références visuelles, je vais utiliser des références conceptuelles.
je veux un impact léger, moyen, fort de la référence à chaque fois. Et avec ça, je vais créer des nouvelles images. Et les images passent par des prompts. Donc ça, c'est les prompts, si vous voulez, c'est un peu le scénario de l'image qui va être créée. Et alors, pour vous donner un exemple aussi, parce que ça aussi, je trouve que c'est un truc hyper intéressant, mais vraiment hyper intéressant, c'est que quand l'image est créée par l'IA, elle peut avoir un côté, par définition, très artificiel. Artificiel et pas dans le style de l'auteur. Mais à la fin, on peut appliquer une petite couche du style de l'auteur, mais légère, qui devrait permettre, c'est un peu notre pari, à l'artiste de se projeter un peu mieux, pour essayer d'imaginer, voilà, si je fais ça un peu avec mes couleurs, avec ma touche, mais sans aller trop loin. On veut absolument pas, on prétend rien, on veut juste favoriser les conditions pour une rêverie créative de l'artiste à partir d'images qui contiennent quelque chose d'aléatoire. Et donc, pour ceux que ça intéresse, je voudrais montrer que c'est quelque chose qui est possible avec en IA ce qu'on appelle le style transfer. Le style transfer permet de faire ça. C'est-à-dire que là, on a un artiste, par exemple, qui fait des choses assez organiques, mais voilà, dans la nature, il mélange des robots, des personnages avec des fleurs géantes. Et je pense que si l'artiste voit ça, il ne peut pas l'accepter. Parce que lui, c'est un peintre, et cette espèce d'étrangeté, dans le sens lointain, de l'aspect visuel de cette image, est quelque chose qui dérange profondément, peut vraiment interdire en fait la réflexion, parce que son style à lui, c'est plutôt ça, quoi. On a une question de Twitter. Au-delà d'une restitution vectorielle, l'IA peut-elle percevoir le sens d'une d'abstraction, et si oui, comment? Mais là, c'est un peu dommage, parce que je voulais quand même montrer le résultat de ce que j'expliquais. C'est-à-dire que l'image qui était très crue, avec un côté très ordinateur, eh bien, avec une couche d'IA de style transfer, on peut la restituer dans son concept grâce à cet outil. Donc, il y a une multitude d'outils IA. C'est pas du tout que OpenAI. Il y a Stable Diffusion, il y a des outils de style transfer, il y a des GAN, il y a plein de choses. Et c'est dans l'association de tous ces outils qu'on peut créer quelque chose d'intéressant. Pardon, alors maintenant que j'ai fini ça, c'était quoi la question? Hop, alors attends, je reprends. Au-delà de la restitution vectorielle, l'IA peut-elle percevoir le sens d'une abstraction? Si oui, comment? Oui, elle est largement capable de comprendre une abstraction. Pour s'en rendre compte, c'est vraiment très facile. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est abstrait pour vous? On va le taper ici dans le moteur de recherche. Ça pourrait être quoi une abstraction, Laurence? Ça peut être la solitude, par exemple. La solitude dans la solitude dans la ville, la solitude dans la ville. La solitude, c'est un concept, et il est capable de le comprendre. Il est capable de le comprendre. Alors, comment c'est possible une chose pareille? C'est possible parce que d'autres l'ont fait, tout simplement. D'autres l'ont fait. Il y a eu des images de solitude qui ont été faites par des artistes, qui ont été nommés, en fait, qui ont été labellisés par des critiques d'art, par exemple, critiques d'art, ou par des curateurs. On dit, voilà, exposition sur la solitude, et il y avait des images comme ça. Donc, cette association-là, image et texte, elle existe, je dirais, dans la nature, c'est-à-dire dans ce qui a été fait par les humains. Et ce qui a été fait par les humains s'est retrouvé sur Internet, a été numérisé et a été ingéré dans le modèle d'entraînement, dans le dataset d'entraînement de l'IA. Et donc, l'IA a compris l'association entre solitude et image. Il a compris ça. C'est quelque chose qui a été intégré. Si demain, on a un artiste qui a une vision de l'IA, qui a une vision de la solitude, pardon, très originale,
ce sera le produit de cet artiste. Et après, ça rejoindra le cycle des données d'entraînement. Alors bien sûr, il faut voir comment ça va être régulé, tout ça, hein, bien sûr, parce qu'on en est au début. Et quels seront les accords? Il sera question de droit d'auteur, évidemment, sont des questions très importantes. Mais si l'image rejoint le jeu de données d'entraînement, l'IA sera capable de le reconnaître une nouvelle fois. Est-ce que c'est peut-être le moment aussi de dire que nos engagements, nous, ils sont pris sur la plateforme, toute image qui a été générée par l'IA, l'information doit apparaître, et ça sera le cas pour nous, ce que nous allons faire. La sécurisation de vos données, les espaces privés qui sont les vôtres, dans lesquels vous jouez avec l'IA, sont évidemment complètement privés et non accessibles au reste des art lovers et des autres artistes. Donc, il y a un certain nombre d'engagements, c'est-à-dire qu'avec l'IA, il y a beaucoup d'outils qui existent et vous pouvez jouer, j'allais dire, à l'extérieur de Yura, bien évidemment, et c'est l'idée. Mais là, vous avez en un seul endroit la possibilité, c'est sans doute la force de ce que propose le développement qui a été créé par les équipes de Stéphane, c'est d'être dans son espace, dans son endroit, vous avez uploadé vos œuvres, vous en avez mis dans le cloud, vous en avez mis dans le catalogue, vous en avez mis dans votre espace. C'est-à-dire, voilà, vous avez tout au même endroit, avec les mêmes conditions, les repères, avec la capacité d'avoir tous les enregistrements, de garder de la mémoire, c'est ce qui nous semble aussi très intéressant, d'avoir un camp de base, là, votre atelier, votre galerie, votre assistant, votre cloud, tout au même endroit, et donc de pouvoir utiliser la totalité des fonctionnalités en toute sécurité au même endroit. Ça nous semblait très important. Clarisse, est-ce que tu veux ajouter des choses, ou Oriane, des choses auxquelles on n'a pas pensé, ou des questions qu'on n'aurait pas vues, ou d'autres artistes veulent-ils poser des questions ou intervenir? Ce n'est pas un piège. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. À ce stade, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vais quand même ajouter dans le chat les adresses email auxquelles vous pouvez nous joindre. Si vous avez des questions, d'autres retours à nous faire. Voilà. Donc, je vais peut-être ajouter un petit quelque chose. C'est que depuis le lancement, donc c'était 17 juin, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de cette nouvelle fonctionnalité, on a plus de 700 artistes qui ont utilisé l'IA sur 2400 et des poussières. Maintenant, on a plus de 3000 artistes, mais à ce moment-là, on en avait 2200. Donc, plus de 700 qui l'ont utilisé, et plus de 60% ont trouvé que l'expérience était positive. L'expérience négative, je crois que c'est 8%. Au milieu, c'est ne sait pas ou ne se prononce pas encore, mais on a été, je dois dire, très surpris, agréablement. D'abord par le nombre d'artistes qui se sont emparés, et là, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, à jouer avec, qui nous ont laissé des messages. Donc, c'est très important pour nous et ça nous intéresse beaucoup que vous nous partagiez vos impressions. Et on a été, oui, surpris à la fois par le nombre d'artistes qui ont utilisé et par une réaction qui, globalement, est plutôt très positive, en tout cas qui interpelle positivement, qui crée du dialogue, en tout cas à minima. Une petite question. Oui. Elle est un peu vaste, mais par rapport, là on a parlé des artistes et de l'utilisation, est-ce que vous avez des retours? Parce que dans l'orientation du site, il y a une orientation donc des artistes pour les artistes, un peu en quelque sorte, et puis il y a aussi donc les personnes qui vont s'inscrire parce qu'ils aiment bien, je pense qu'il doit y en avoir d'ailleurs, pas mal, parce qu'ils aiment bien le site et puis ce que ça montre, enfin, etc. L'animation d'une certaine manière. Et est-ce que vous avez des retours à la fois sur le site, bien sûr, ça c'est plus général, mais par rapport à l'IA et l'utilisation de l'IA, donc de personnes qui viennent consulter ou se balader, enfin, etc. Voilà. Tu veux que je prenne, Stéphane, tu veux? Oui. Alors, on a 7900 art lovers qui sont inscrits sur la plateforme, et ça a considérablement augmenté ces derniers mois. Est-ce que l'IA pour quelque chose? Sans doute, en tout cas le nombre de fonctionnalités qu'on propose. Les retours qu'on a, puisque évidemment on sait nous le nombre de gens qui ont lancé un jeu comme Art Persona, le nombre de personnes qui ont demandé, c'est des choses sur lesquelles on communiquera sans doute à la rentrée pour pouvoir en effet donner ces informations entre autres à la presse.
ce qu'on a comme retour d'un point de vue qualitatif, c'est que ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'expert humain que nous avons et qui accueille les gens sur la homepage plus Iris, c'est vraiment deux manières d'entrer sur la plateforme et de pouvoir être guidé qui plaît beaucoup. Mais d'avoir les deux. C'est-à-dire que ce soit Jennifer Flay, Marc Donadieu, un grand collectionneur, un influenceur, puisqu'on choisit des personnalités très différentes, qui donnent à voir leur sélection ou leur coup de cœur. Ça aide beaucoup les amateurs d'art parce que il y a quelqu'un de référent qui leur ouvre une porte et qui leur donne une thématique sur laquelle il a construit une sélection. Et puis Iris, c'est plutôt le partenaire, le copain, avec qui il y a un jeu d'interaction qui est là, qui permet un échange, puisque sur la partie sélection, c'est une sélection qui vous est proposée, alors que là, avec Iris et la partie aide-moi à choisir, c'est un échange avec Iris qui va vous permettre de dire ce que vous aimez, ce que vous lisez, les expos que vous avez vus, les toiles que vous aimez, et qui va vous guider à l'intérieur de la plateforme. Ensuite, il y a plein de recommandations qui sont faites. Donc ça plaît beaucoup, le fait d'avoir toutes ces recommandations. Et encore une fois, ce à quoi on a été sensible au début quand on a analysé ce qu'il fallait qu'on fasse, et depuis qu'on le fait en discutant beaucoup avec des artistes et des amateurs d'art, c'est les aider à trouver les choses qui leur plaisent et que vous, côté artiste, vous ne soyez pas noyé dans une masse en vous disant, bon, là, moi, je suis au fin fond de cette partie-là du site et personne ne me verra jamais. Donc ça, c'est un enjeu auquel on pense, c'est une obsession. C'est comment faire pour faire remonter le maximum de propositions artistiques auprès du maximum d'audience et de nouvelles audiences qu'on espère séduire avec tout ça. Et la dernière partie, c'est on espère aussi, avec cette ouverture IA, séduire des néo-collectionneurs et des gens qui peut-être, parce que plus tech, parce qu'ils ont envie de jouer avec l'IA, vont peut-être rencontrer l'art d'une manière un peu différente. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion qu'on doit mener dans la nomination de nos œuvres pour que justement elles soient plus facilement repérables, identifiables? Est-ce qu'il n'y a pas un petit travail à faire Non, ça, Stéphane, je pense que tu peux dire un mot justement par rapport à la data qui est recueillie, ne serait-ce que sur les bases de données sur lesquelles on travaille, la similarité, la contextualisation, sur le fait de bien nommer ou de mettre tous les mots nécessaires autour des œuvres. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une question de ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire ce qui permet aux moteurs de recherche d'indexer correctement les pages et de permettre aux pages des œuvres que vous créez de bien remonter dans un moteur de recherche. Si, par exemple, quelqu'un tape, je ne sais pas moi, peinture d'un immeuble en région parisienne, voilà. Mais ça, c'est dans la description de l'œuvre que ça va être pris en compte. Évidemment, si le titre correspond à ça, vous renforcez la chose. Pourquoi? Parce que le titre apparaît dans l'URL. Maintenant, est-ce à dire ça? Mais là, c'est une question, c'est très subjectif, quoi. Amazon, par exemple, sur la plateforme Amazon, vous avez des produits, des noms de produits qui sont à rallonge. Vous avez vraiment la description du produit qui est parfaite. Mais ce sont des descriptions commerciales de produits. Donc là, on a affaire à des œuvres. Hein. Et peut-être qu'on peut considérer, mais encore une fois, moi, je ne fais qu'évoquer le point. Hein. Chacun est libre de choisir son parti pris. Mais peut-être qu'on peut considérer que le titre aussi, certains, en tout cas, vous considérez que le titre fait partie de l'œuvre. Donc, ce serait un arbitrage à faire, disons, entre l'efficacité du référencement. C'est vrai, c'est indéniable. Si vous appelez votre œuvre peinture d'un immeuble en région parisienne, en noir et blanc, si vous l'appelez comme ça fera partie du titre de l'URL et donc elle sera mieux référencée. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'on a envie, est-ce qu'un artiste peut vraiment avoir envie de nommer son œuvre comme ça? Je ne sais pas. La question reste ouverte. Est-ce que
Merci d'être tous là encore. C'est un webinaire qui a débordé. Ça nous rend très heureux parce que ça suscite des idées, des sujets, des interactions. J'espère. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, je voulais vous remercier et pour votre plateforme et pour votre outil DIA que j'ai pris grand plaisir à utiliser. Alors, pour ce que ça vaut, j'ai beaucoup aimé la génération d'images pour tout ce qui était dessin et tous les retours techniques pour ce qui était photo. Je trouvais ça très utile. Ma question, vous y avez presque répondu, c'est que pour tout ce qui est outils d'IA générative, donc le droit est un peu en ébullition, que ce soit et aux États-Unis et en Europe, les tribunaux sont saisis de la question. Il y a des tentatives de législation qui sont en cours, notamment en Europe, avec peut-être un nouveau règlement. Parallèlement à ça, chaque titulaire d'outils d'IA publie des conditions d'utilisation qui essaient d'être très claires pour que chacun puisse savoir ce qu'il a le droit de faire avec les résultats générés par l'outil. J'ai pas vu de conditions d'utilisation de votre outil. Ma question, c'est la suivante, mais je crois avoir compris la réponse. Moi, si je génère du coup des contenus d'IA basés sur mes œuvres, je peux m'en inspirer librement, le copier en totalité ou en partie pour pouvoir proposer de nouvelles créations. Absolument. Okay. Donc, sauf évolution, pour l'instant, c'est le cas. Sachez que de notre côté, elle n'est pas là avec nous, mais on a quelqu'un de son équipe, on a Delphine qui est en charge de la partie juridique dans notre équipe, et on travaille avec des avocats, et on suit ça de très, très près pour faire évoluer à la fois les informations qui vous sont nécessaires sur la plateforme, et nous, pour faire évoluer les cadrages qu'on doit faire ou des informations qu'on devrait donner aux artistes. Donc, on va être ultra vigilants sur ces sujets-là. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Et je crois que quelqu'un d'autre avait levé la main. Eric? C'est juste pour dire que je vais quitter la réunion. Merci. Que ce fut intéressant. Merci beaucoup, Eric. Et à bientôt sur la plateforme. Et n'hésitez pas, vous avez tous nos contacts, vous n'hésitez absolument pas. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci. Super, merci. Merci Maurice. Merci. Merci. Je crois qu'on peut tous se dire au revoir. On reste à votre disposition. N'hésitez jamais à nous contacter. Vous avez les mails des équipes. On vous renvoie demain, pour ceux qui auraient loupé le début ou qui veulent réécouter, on envoie un petit enregistrement de ce webinaire. Voilà. Et on va en créer d'autres sur des fonctions spécifiques, sur des fonctionnalités. Et puis, on en aura plein d'autres sur l'IA parce que de toute façon, ça ne va cesser d'évoluer. Donc, je pense qu'après la prochaine mise à jour de la plateforme, en septembre, on aura de quoi largement rediscuter d'IA ensemble, puisque vous aurez torturé Iris. C'est qu'un début. Absolument. Alors là, c'est vraiment que le début, comme c'est que le début du RAR. Donc, on est assez contents. Voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup.